L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Alexis Michalik. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes comédien, metteur en scène, du genre auquel tout réussit. Au théâtre, on vous doit notamment Le Porteur d'Histoire et Edmond du nom de Edmond Rostand, génial, auteur de Cyrano de Bergerac, que vous avez aussi réalisé pour le cinéma. On va y revenir. Et vous avez décidé d'ajouter une autre corde à votre arc, celle de romancier. Vous publiez chez Albin Michel ce livre qui s'appelle Loin, qui est en lice, je crois, pour le prix Renaudot. Tout à fait. Pas mal. Pour un premier roman, Alexis Michalik, vous avez vu grand, lourd, même 644 pages, pendant lesquelles on suit Antoine et son ami Laurent, aidé de la petite sœur du premier, un peu boulé, sur les traces d'un père disparu. Non, pas boulé, on dirait. Attachante. Attachante. Sur les traces d'un père disparu, un père qui n'est évidemment pas celui que l'on pensait être. On suit la troupe à travers le monde et le temps, en Allemagne, en Turquie, en Arménie, en Géorgie, en passant par le Tchad et l'Inde. On y retrouve votre patte, le rebondissement permanent, l'histoire dans l'histoire, les digressions. Est-ce que ce roman, c'est la suite logique de ce que vous avez fait jusqu'ici? Je ne sais pas si c'est la suite logique, parce qu'en fait, j'y ai pensé il y a 10 ans. C'est des thématiques qui me hantaient pas mal à l'époque, l'identité, l'origine, le voyage, que faire de sa vie, où aller, d'où on vient. Et donc, et parfois, il y a une histoire qui est suffisamment forte pour qu'elle vous habite pendant toutes ces années et qu'on finisse par se dire, bon, faut que je finisse par l'écrire. Donc, c'est des thématiques qui sont plutôt cousines de celles du Porteur d'Histoire, qui était ma première pièce, qui traverse un peu les mêmes notions de voyage, d'aventure. Le Porteur d'Histoire, c'est une vraie pièce d'aventure, et ben ça, c'est un vrai roman d'aventure, c'est un roadbook. Un roman d'aventure, un roman d'apprentissage un peu aussi, une quête d'identité, vous le disiez. Votre héros, Antoine, comprend peu à peu, et malgré lui presque, qu'il est le fruit d'une histoire sinueuse. Et votre livre nous rappelle à nous que nous sommes tous des enfants d'immigrés, comme voudrait le célèbre slogan première, deuxième, troisième génération. Vous dites à un moment dans ce livre, au tout début, quand vous prenez à partie le lecteur, ton sang, celui de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, de tes ancêtres, ton sang provient du monde entier. Ça vous parle, à vous qui êtes le fruit de tant de migrations? Absolument. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai cette idée de chacun. C'est qu'on vient tous du monde entier, que moi, personnellement, ma mère est britannique, donc je suis à moitié britannique, ma grand-mère était australienne, mon grand-père polonais, donc ça me fascine, les origines. Et je sais que plus on remonte loin, plus on vient d'ailleurs. Vanter la richesse du métissage, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Non, si, c'est l'heure. Vous plaisantez, ça dépend qui en parle. Non, non, bien sûr, le métissage, c'est l'avenir, en fait. Sans métissage, on dépérit. Formidable histoire d'amitié, à nouveau, ça vous plaît les histoires d'amitié? On l'a retrouvé un peu dans Edmond aussi, entre Antoine et Laurent. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui, oui, bien sûr, c'est un buddy movie. Moi, j'ai forcément des amis très proches, etc. Mais au-delà de ça, les trois personnages qui dialoguent beaucoup et dont on va suivre les aventures, en fait, la personnalité des trois, ils ont des personnalités très différentes. Il y a Antoine qui est un peu rigide, un peu sérieux, un peu trop sérieux. Sa sœur qui est le contraire, qui est complètement chaotique, qui se cherche, qui fait un peu n'importe quoi et en même temps qui est brillante. Et au milieu, le meilleur ami, Laurent, qui est un peu entre les deux et qui est le narrateur de l'histoire. Et c'est un peu mes trois facettes un peu exagérées de ma personnalité qui dialoguent. Donc on finit toujours par se raconter quand on écrit. Antoine, qui est un peu sérieux, effectivement, pour la première fois de sa vie, il est trentenaire, il est presque trentenaire, comprend la difficulté qu'est pour lui de sortir du chemin qu'on lui a tracé ou qu'il s'était lui-même tracé d'ailleurs. Ouais, disons qu'en fait, au début, son père est parti il y a 20 ans et il s'est complètement construit en opposition au départ de son père. Et donc cet abandon, il ne le supporte pas. Et lui, il a décidé qu'il abandonnerait personne. Il est avec la même femme depuis toutes ces années. Depuis le début, il va se marier avec elle. Il a un job, il va faire du droit. Il a étudié le droit. Il est vraiment carré. Et en fait, en enquêtant sur son père, il va apprendre que son père lui-même enquêtait sur ses propres origines. Et donc apprendre qu'il a des origines bien plus diverses que ce qu'il pensait être le cas, à savoir breton. Et en fait, plus il va avancer, plus il va aller loin, et plus lui va se débarrasser de ses amarres et se perdre. Et en fait, se perdre, c'est déjà chercher. Voilà, l'essentiel est le chemin, mais pas nécessairement l'arrivée, sans dire évidemment la fin du film. Vous le pensez le mettre un jour en scène? Oui, au théâtre, ça va être un peu compliqué, mais j'aimerais bien en faire une série un jour, ou une mini-série, parce que j'ai l'impression que c'est trop long pour le format cinéma. Donc, mais bon, j'attends le coup de fil de Monsieur Netflix. Je le disais tout à l'heure, jusqu'ici, tout vous réussit de façon assez spectaculaire. Vos 4 pièces, Edmond, Intramuros, Le Porteur d'Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, se jouent
encore au théâtre en ce moment. Certaines ont plusieurs années, notamment le Porteur d'Histoire, votre première. Elle a dépassé la 2000e. Edmond, donc, que vous avez réalisé au cinéma, mis en scène au cinéma, mis en scène au théâtre et réalisé au cinéma, a rassemblé près d'1 million de spectateurs. Question difficile, comment est-ce que vous expliquez votre succès ? Bah, je ne l'explique pas, je savoure, mais disons que moi je me concentre sur faire des histoires qui me touchent et le Porteur d'Histoire, ça a été un peu un accident. La première fois qu'on l'a créé, c'était vraiment, on comptait le jouer une dizaine de fois, quoi, et en fait au final, les gens sont arrivés et on s'est dit, ça intéresse, je vais continuer à écrire, et donc il y a eu les pièces d'après. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est me renouveler à chaque fois et essayer de continuer à raconter des histoires qui m'émeuvent. C'est le cas de Loin, c'était le cas d'Edmond, c'est le cas du Porteur, c'est le cas de tous les autres spectacles. J'essaie de réfléchir aux liens qu'il y avait entre tous vos personnages, et je me dis que finalement c'est des gens ordinaires, à qui il arrive des choses extraordinaires et qui les acceptent d'une certaine façon. Oui, mais il y a aussi, là dans Loin, ça parle d'aventure, donc c'est comment l'aventure arrive. Mais en général, c'est toujours des héros qui sont des héros artistes, poètes, des auteurs, des raconteurs. Edmond, c'est un auteur. Dans Le Porteur d'Histoire, c'est un raconteur d'histoire. Dans Intramuros, c'est un metteur en scène. Dans Le Cercle des Illusionnistes, ça parle de Georges Méliès et de Robert Houdin. Donc c'est toujours la figure principale du héros, c'est un artiste en fait. Et c'est pas lui forcément qui est le mâle alpha, qui est le héros de base d'Indiana Jones. Non, c'est au contraire, les choses lui arrivent, mais lui, c'est comment il arrive à en parler et comment justement il arrive à philosopher sur ce qui lui arrive. Et c'est le cas de nos trois héros qui en fait sont pas des gens dans l'action qui vont conquérir, qui vont gravir des montagnes. Qui se découvrent peu à peu au fil du récit. Voilà, au fur et à mesure, en revanche, le simple voyage, le simple fait d'avancer, de perdre ses repères, vont les obliger à révéler une autre part d'eux-mêmes. Vous revendiquez, Alexis Michalik, un théâtre populaire dans lequel la star ne serait pas l'interprète, mais le texte. Oui, le texte, enfin pas le texte, mais le spectacle, je dirais, dans son ensemble. En fait, c'est tout simplement que tout le monde est au service du spectacle. Moi, je suis au service du spectacle, c'est-à-dire que mon histoire, en fait, si à un moment j'ai envie d'écrire une belle phrase, je me dis non mais là c'est trop long, il faut rester sur l'histoire. Et tous les acteurs sont au service de l'histoire, la musique, la lumière, enfin tout permet au spectateur d'être plongé dans un univers et pas de se dire à un moment, oh, non mais là je suis au théâtre. C'est gagné s'il oublie qu'il est au théâtre, en fait. Un genre populaire, un genre qui reste peu accessible quand même pour le théâtre, vous voulez dire, oui, en général. En général. Justement, c'est pour lutter contre cette image que j'essaie de faire des spectacles qui fédèrent, parce que moi j'ai grandi avec des spectacles merveilleux de Peter Brook, Ariel Mnouchkine, et j'étais fasciné. Je disais mais c'est génial de voir ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans une salle de spectacle. Donc je m'efforce d'essayer de transmettre aux spectateurs le contraire d'espèces de clichés négatifs qu'il peut y avoir sur le théâtre. Est-ce que le succès vous rend plus libre ou est-ce que l'angoisse de décevoir aurait tendance à peut-être vous enferrer dans vous paralyser? Non, ça non, c'est pas le cas. Non, ça me libère complètement. En fait, moi j'aime bien créer quand on me fiche la paix, quoi. Et c'est vrai que le succès au théâtre, en tout cas, permet que quand je crée un nouveau spectacle, on me laisse tranquille et donc je fais ce que je veux. Si je me plante, c'est de ma faute et si ça marche, c'est grâce à moi. Mais est-ce qu'un jour vous pourriez faire quelque chose de très lent avec une histoire très linéaire dans lequel il n'y aurait aucun rebondissement? Non, pas du tout, une tragédie grecque. Si ça va dans le sens de l'histoire et que ça m'émeut comme ça et que c'est nécessaire, oui, c'est pas la lenteur le problème c'est l'ennui. Moi je supporte pas l'ennui. Vous vous ennuyez très vite. Je m'ennuie très vite et je supporte pas que mes spectateurs ou que mes lecteurs s'ennuient. Donc comme je suis le premier spectateur, si je vois que ça va pas, il faut changer, il faut accélérer, il faut réécrire, il faut améliorer. Ça vous plaît ça? Parce que vous aimez perdre à la fois le lecteur, le spectateur, qui doit rester assez concentré pendant vos pièces. Il faut qu'il soit actif. Voilà, il faut qu'il soit... Mais est-ce que vous aimez ce côté, savoir qu'il s'en remet à vous et que vous avez cette puissance sur lui? Moi, c'est ce que j'aime en tant que spectateur. J'aime être mené par le bout du nez. Je déteste quand je commence à lire un roman ou que je commence à voir un spectacle ou un film et au bout de 5 minutes, j'ai compris la fin. Après, je m'ennuie, en fait. J'attends la fin et j'attends de voir comment ça se déroule. Moi, ce que j'adore, c'est quand ça démarre et tout d'un coup, ça va dans une direction que je n'attendais pas. Et ça y est, je suis perdu, je ne sais pas où ça va aller. Et du coup, comme je suis perdu, je suis obligé d'être actif pour poursuivre cette histoire. Et ça, c'est ce que je préfère. Donc, j'essaie de faire la même chose quand j'écris ou quand je crée ou quand je mets en scène.
Souvent, le parallèle est fait, vous le disiez tout à l'heure, entre votre travail, ces mises en scène très dynamiques, très enlevées, très chapitrées, et le succès des séries, qui ne sont que les arrière-petites-filles du feuilleton littéraire. Très juste, c'est très juste. C'est très juste. Oui, c'est quelque chose que vous-même, vous appréciez les séries et vous l'appliquez dans votre Oui, travail. et d'ailleurs, quand je fais des spectacles, mes influences ne sont pas du tout uniquement théâtrales. Il y a toute l'influence des séries, mais aussi des BD, des films, des comédies musicales. Tout ça rentre en compte dans mon univers. L'utilisation de la musique est hyper importante dans chacun de mes spectacles. Il y a au moins 40-50 minutes de musique, en fait, comme au cinéma. Et parce que pour moi, c'est absurde de faire du théâtre comme si le cinéma, la série, la BD, tout ça n'existait pas. Et bien sûr que ça existe, et bien sûr que ces spectateurs sont habitués à ce mode de narration où justement dans les séries, on perd le spectateur, on attend l'épisode 8 pour comprendre enfin pourquoi il s'est passé ça. Et j'essaye d'appliquer ça au théâtre. Il y a un peu de magie aussi, ça me faisait penser, le porteur d'histoire, à Arturo Brachetti, qui se changeait sur scène à la vitesse de l'éclair, le fait que vous demandiez à vos acteurs de changer de décor, de changer de... À la base, vraiment, l'envie de ça, c'est une envie d'Avignon off, quoi. C'est le système D, il faut qu'on change les décors, il faut qu'on se débrouille. J'ai plusieurs scènes, comment on fait, les acteurs vont devoir être au plateau et travailler, quoi. Et en fait, au final, ça donne un espèce d'aspect chorégraphié où pareil, tous les acteurs se retrouvent au service de cette histoire. Au début, ça peut faire un peu bizarre, quoi, mais pourquoi on déplace ça? Mais je comprends pas, moi je suis comédien. Et en fait, comme tout le monde fait ça, ça devient un truc où chaque acteur compte sur l'autre pour pouvoir assurer la scène d'après. Et donc, ça fait un ensemble, et moi, il n'y a rien de plus beau qu'une troupe qui joue ensemble, quoi. Vous avez fait du théâtre, vous êtes comédien, vous jouez dans des films, vous en avez réalisé, vous écrivez un roman. Pour vous, quelle est l'expérience artistique la plus complète à titre personnel? Oh, il y a pas, chacune est épanouissante et complète et riche et enrichissante. J'aime profondément le théâtre parce que, pour sa simplicité d'abord, parce qu'il suffit d'avoir des acteurs, un texte et un public et ça peut jouer. Le cinéma, tout de suite, c'est une machine plus grosse, donc ça prend plus de temps d'arriver à trouver les fonds nécessaires pour arriver à créer ce dont on a envie. Après, le cinéma, c'est merveilleux quand on est sur le plateau et qu'il y a 300 personnes autour de nous. Et le roman, c'est plus solitaire comme activité, c'est-à-dire que vraiment le plaisir vient quand on a fini. Quand on est en train d'écrire, on est un peu tout seul avec son ordinateur. Donc, en termes de plaisir, c'est pas celui que je mettrais en haut de la pile. Mais une fois que c'est fini, par contre, c'est génial d'avoir cet objet qui ne nécessite pas un entretien chaque jour, alors que le théâtre, tant que ça joue, il y a de l'humain, il y a des gens qui travaillent, etc. Non, il doit y avoir un côté un peu frustrant de ne pas pouvoir reprendre son texte, non? Oui. Ça va, vous avez Ouais, il y a un truc un peu... Bon, moi j'aime bien lâcher et passer à la suite, quoi. Mais oui, effectivement, c'est sûr qu'une fois que c'est rendu, et si je me rends compte d'une erreur, ah mince, là j'aurais bien changé, c'est trop tard. Voilà, il est là, effectivement, il est fini, on peut rien y faire. 644 pages pour Loin de plaisir, bien sûr, aux éditions Albin Michel. Bonne chance pour le Renaudot, hein, ça serait pas mal pour un premier roman, mais bon, oui. Comme jusqu'ici tout va bien, ça devrait continuer à bien se passer. Merci beaucoup, Alexis Michalik, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Belle journée à vous.